Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct pour suivre encore une très belle journée au Mans Classique, la grande messe du sport automobile historique, de l'endurance historique, avec la 9e édition donc de ce Mans Classique qui nous régale. Frédéric Robin, bonjour, depuis 48 heures maintenant ici sur le circuit de la Sarthe, avec un public venu en nombre, avec 700 voitures en piste. Et la journée a déjà commencé, puisqu'en fait, on ne s'est quasiment pas arrêté. Elle ne s'est jamais arrêtée. Alors pour rappeler le principe, Marc, on peut dire qu'il y a eu hier les premières courses qu'on a pu suivre en direct de chaque plateau. Ensuite, cette nuit, des courses de nuit, évidemment. Une deuxième manche, on va dire, pour tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, on va vivre les troisième et dernières manches de chaque plateau tout au long de la journée jusqu'aux alentours de 16 h. Et c'est là que vont être déterminés les podiums finaux, c'est-à-dire le cumul des performances de chaque équipage pour, dans chaque plateau, désigner les 3 meilleurs et donc ceux qui vont partir avec le titre prestigieux de vainqueur au Mans Classique 2018. Voilà, puisque nous avons 6 plateaux donc de voitures ici, les voitures représentant l'histoire des 24 heures du Mans depuis 1923 quasiment jusqu'à nos jours. Le plateau 1, c'était 1923-1939. Le plateau 2 qui roule actuellement, on va y revenir, ce sont les années 1949 à 1956. Vous voyez que la course a démarré il y a quelques instants. Plateau 3 qu'on suivra tout à l'heure. Oh, le freinage de la Maserati. Et la Maserati, oui, qui prend l'avantage, la deuxième place de cette course. Joli, on va vous détailler ce qui se passe en piste dans un instant. Je vous présente la journée d'abord. Plateau 3, les années 57 à 1961. Ça sera à vivre sur le coup des 11h moins 10 tout à l'heure. Ensuite, plateau 4, 62-65, suivi des années 66 à 71. Évidemment, les années Ford dans cette époque-là, on en reparlera. Dernier plateau, 72 à 1981. Voilà les voitures qui sont donc réparties aujourd'hui dans... Et la fameuse monstre, oula, elle a loupé son freinage, cette Cadillac Cunninghams. Série 61, moteur V8 de 5 litres 4, surnommé le monstre du fait de sa carrosserie, de son look évidemment, né en 1950. On a une très belle encore journée qui nous attend et qui a déjà commencé donc avec en ce moment même, Frédéric, le plateau 2, année 1949 à 1956. Cette bagarre, elle oppose 2 voitures qui se jouent donc la deuxième position, Jaguar Type D 1955, la blanche numéro 21. Derrière la Maserati qui venait de la passer il y a quelques instants, la numéro 16. Au cumul des 2 courses, pour l'instant, la 21 occupe la deuxième place du classement général, on va dire. Et la 3, qui est une autre Jaguar, occupe la première position du classement général. La 3, elle est juste devant, mais ça reste très serré. Et en tête de cette course, de cette troisième course, effectivement, donc entre la 3 et la 21 qui sont première et deuxième, ça risque de ne pas bouger au résultat final cumulé et au terme de cette course de 43 minutes. En revanche, la Maserati, on s'en souvient, hier, elle se mêlait déjà à la lutte pour la victoire. D'ailleurs, on retrouve dans le top 5 des voitures qui ont déjà animé les 2 précédentes courses. Mais la Maserati, elle avait été frappée d'une grosse pénalité parce qu'elle n'avait pas respecté la fenêtre d'ouverture des stands pour effectuer le stop obligatoire de 90 secondes. Et donc, eh bien, elle avait été rétrogradée de près de 2 minutes, ce qui ne lui a pas permis de figurer à sa position de passage sur la ligne d'arrivée. Et j'imagine que le pilote de cette Maserati, notamment Martin Stretton, engagé sur cette voiture, a à cœur de se venger un petit peu de cette déconvenue d'hier et de se redorer son blason en allant se mêler à la bagarre pour les Jaguar D 1955-1956 pour les voitures qui occupent la tête de course, qui déjà hier avaient dominé ce plateau numéro 2 et qui dominait à l'époque aussi les 24 heures du Mans, puisque la période 1949-1956 s'est terminée sur 2 victoires des Jaguar Type D avec Mike Hawthorne et Ivor Bubb pour 1955, et en 56 c'était Ron Flockhart et Ninian Sanderson qui avaient remporté les 24 heures du Mans sur une Jaguar Type D également, une voiture d'ailleurs dont on a annoncé cette année chez Jaguar la reconstruction, une reconstruction officielle, puisque 75 exemplaires avaient été construits à l'époque.
sur un programme qui comptait théoriquement une centaine d'exemplaires. Donc les 25 manquants vont être construits dans les années qui viennent, officiellement par Jaguar, pour compléter la série en quelque sorte. Si vous apercevez d'ailleurs la Jaguar numéro 17 ici, pilotée par les Anglais Young et Webb, c'est une Type D de 1955. Cette époque-là, donc, elle court au Mans. C'est la voiture qui a gagné avec Hawthorne et Bubb les 24 heures du Mans 1955. Donc, vous savez que 2 ans auparavant, Jaguar avait introduit les fameux freins à disque dans ce laboratoire grandeur nature qu'est la compétition sur 24 heures sur le circuit de la Sarthe. Ça a été un gros facteur de progrès technique parce qu'on freinait plus tard, on freinait plus efficacement. Il ne suffisait pas d'aller plus vite, il s'agit aussi de ralentir la voiture et d'être efficace jusqu'au bout, même si on changeait les disques plusieurs fois en cours de course. Attention, 3 de front, ça risque d'être un petit peu délicat. La voici, cette fameuse numéro 17 précisément, avec Young à son volant justement. Voiture victorieuse en 1955. Ouh, c'était un petit peu chaud avec la petite Lotus, la numéro 24. La Skoda, oui, Lotus, pardon. C'est toujours Skoda. Hier, je me suis déjà fait avoir sur mon programme. Et puis on a une petite Cooper aussi dans cette bagarre, une Mercedes. Et vous le voyez, les pilotes ne sont pas en train de préserver leur mécanique vénérable et peut-être aussi très chère. Au contraire, ils tapent dans la mécanique, à tout point de vue, oui, ils tapent dans la mécanique et on sent que ce sont vraiment des courses, des vraies compétitions, pas des exhibitions à cette occasion. Même d'ailleurs, ce qui est qualifié d'exhibition ici se transforme en course rapidement, puisqu'on va le voir dans la journée, grâce à des extraits qu'on va vous présenter, le Mans Endurance Legends ou à l'occasion le groupe C également sont de vraies compétitions où le rythme est très important, très élevé et où les pilotes sont de renom. Il suffit de jeter un œil sur la liste des engagés, on le verra tout à l'heure et tout au long de cette journée où les séries 4, 5, 6 commencent déjà à animer le circuit sur un autre rythme. On est vraiment à la grosse attaque, comme on dit, dans ces séries-là, avec des voitures un peu plus modernes. Porsche 356 ici. L'une des vedettes, des préférées du public en tout cas. Cette voiture aux couleurs de Eva Perón, Evita. Mais elle est loin hein, aujourd'hui. Elle roule à la 56e position avec Dolce Dalla son équipage. Et voyez la diversité des voitures que nous propose ce Mans classique. Un petit cheptel d'Austin Hill. Des 104 de 1956, 100M également. C'est des voitures qui avaient des 4 cylindres de 2,7 litres à l'époque, ces Austin Hill. Dont une qui a couru le Mans en 56, la numéro 9. Regardez comme ils se font plaisir ces pilotes. C'est leur dernière fois, hein. C'est la 3e et dernière course. Chacun des plateaux aura donc roulé 3 fois. 3 courses de 45-43 minutes. Et puis là encore, l'une des favorites du public. Regardez ça. Elle a eu du mal à démarrer hier, si vous étiez avec nous, avec la famille Ascension à son bord. Famille qui vraiment développe la passion pour Panhard, le constructeur, qui a toujours été très inventif et très subtil dans ses choix techniques. Là, on a privilégié les petites cylindrées, la légèreté, bien évidemment. La consommation de ces petits moteurs était vraiment très faible. Et avec le teuf de cette petite Dyna, eh bien on est en contraste évidemment avec par exemple les moteurs de litre 7 plus imposants des Austin Hill dont vous parliez il y a quelques instants, Marc. C'était un bicylindre de 600 cm3 qui propulsait cette petite Dyna Panhard. Quel bonheur d'être à son volant très vraisemblablement, mais même de la voir rouler. Quand même, d'être là, de passer, elle date de 1949 et elle est là, la grand-mère. Et ils se font plaisir à son volant, même si bien sûr ils ne vont pas vite. Imaginez-vous à l'époque, vous mettez le panier pique-nique dans la voiture, les enfants, la nappe à carreaux, et hop, on s'en va en famille. C'est dimanche, allons-y. Absolument. Voici une représentante d'Austin Hill, précisément. Il y en a effectivement un bon paquet sur ce plateau de 2. Alors en parlant de pique-nique, Marc, bien évidemment il y a des courses sur circuit toute la journée depuis hier matin, mais il y a aussi tout autour de la piste
énormément d'activités et évidemment beaucoup de public. On était à 123 000 spectateurs l'année dernière. On devrait battre ce record cette année a priori. Tous les chiffres sont en progression et beaucoup de familles qui viennent ici parce que l'événement n'est pas seulement dédié aux passionnés de sport automobile ancien. L'événement, il est pour toute la famille avec des animations, des balles, des projections de films, un village avec beaucoup d'activités pour les enfants. Et donc, on peut venir passer sa journée de dimanche sur le circuit des 24 heures du Mans. La famille entière va pouvoir en profiter avec en plus une météo qui est plutôt fixe depuis maintenant 3 jours sur la Sarthe. Je croyais que vous me disiez que c'était déjà l'heure du pique-nique. Je trouvais que c'était un petit peu tôt, 9h41, mais pourquoi pas? Il n'y a pas d'heure pour aller pique-niquer au milieu des belles voitures dans la forêt sartoise. Et vous voyez que la pit window est open. La pit window, c'est la fenêtre d'arrêt au stand. Car il y a donc non pas un ravitaillement, mais un changement de pilote ou un arrêt obligatoire. Changement si vous êtes à 2 ou plus sur la voiture. Arrêt obligatoire si vous êtes seul à la piloter, avec un temps minimal à respecter. Et parfois, vous le voyez, on sort la clé à molette. On sort les tournevis, on soulève le capot, c'est le cas ici de cet Austin Hillet précisément. Et on mécanique en laissant le deuxième pilote s'installer au volant de la voiture. Et on retrouve le leader de la course de tête. Alors cette voiture, elle a gagné la course 1, la course 2 et elle est en tête de la course 3. Donc pour l'instant, son équipage, et on passe de s'imposer ici. Charlie Trevry et Simon sur ce Mans Classique 2018. Elle a un petit peu moins de 6 secondes d'avance sur la deuxième, au volant de laquelle on retrouve Monteverde qui s'est beaucoup illustré tout au long du week-end. Lui-même 3 secondes et demie devant la Maserati, la numéro 16 qu'on a aperçue tout à l'heure. Quand on parle de clé à molette, vous avez vu que c'était pas une légende. Et compte tenu du fait qu'on a un temps imposé, bien on se permet de effectivement prendre le temps de vérifier, de régler quelques petites choses à l'intérieur du compartiment moteur. Nigel Webb ici avec son équipier qui s'arrête au stand pour un changement de pilote ou peut-être d'ailleurs une continuité pour ce pilote à bord, puisqu'on n'a pas l'impression qu'il y ait de relève assurée par ailleurs avec cette numéro 18 qui occupait la 12e place du classement de ce plateau 2. Une Type C de 1952 et vous avez vu qu'on vérifie quand même la fixation de l'écrou de la roue avec son écrou central, un bon coup de masse dessus et la Maserati, attention à respecter les limites de la piste. Voilà, conserver sa 3e position, c'est bien, mais il ne faut pas trop en faire parce que la direction de course a été hier assez vigilante, notamment sur les slow zones ou sur les zones où il faut observer un drapeau jaune et vraiment donc respecter la vitesse limite. Là, les pénalités sont tombées hier. Tintin est parmi nous. Belle concentration de pilotes et d'équipage belge au départ de ce week-end. On est en train de suivre ici une Maserati qui est pilotée par un équipage argentin. Beaucoup de culture du classique, de l'automobile classique et de la compétition. Oh, il a perdu une roue. Une roue malheureusement pour... Ouais. C'est la 7 d'Arrocha et Berchon. Ouais, une Austin Hillet. Ah, c'est bien, c'est le pilote lui-même qui évacue cette roue pour aider les commissaires. C'est la roue arrière gauche manifestement qui a sauté sur le vibreur. Arrière ou avant gauche? Elle s'est détachée lorsqu'il est parti en tête à queue et qu'il a passé le vibreur. Regardez ça, écoutez. Évidemment, ce sont des pièces qui ont vécu, hein, donc on peut imaginer qu'elles peuvent avoir une petite faiblesse et au fil des années, eh bien, un choc un peu important comme celui de la roue sur le vibreur, peut provoquer ce genre d'avarie. Calista à l'écran. Et une belle dérive en sortie du virage d'Arnage. On voit que les pilotes s'amusent. Hein, c'est dans cette manche, dans ce plateau hier que les pilotes des Jaguar Type D s'en sont donnés à cœur joie en entretenant des glisses longues et importantes. Les drapeaux agités par les commissaires. Les 900 commissaires, on est sur la version longue du circuit, hein, la même qui était utilisée par les 24 heures du Mans moderne
il y a quelques semaines. 13 km 626, 900 commissaires autour de cette piste. Et cette zone ici sous drapeau jaune, parce qu'il y a toujours cette voiture bloquée à cet endroit-là. Elle sera d'ailleurs difficile à bouger compte tenu du fait qu'il manque une roue, donc ça va nécessiter une intervention des commissaires de piste pour dégager l'endroit. Attention, voilà la petite marche arrière, il fallait laisser passer l'autre voiture. Changement de pilote à bord de cette Porsche 550 numéro 73 avec Régis Mathieu et Gilles Boyer, équipage français au volant de cette voiture de 1955. Alors là aussi, c'était l'époque où Porsche faisait des petits moteurs, hein. C'est un 4 cylindres de 1500. Les consignes, admirer ce cockpit, admirer ce volant. Vous avez remarqué quand même qu'à l'époque, les contingences de sécurité n'étaient pas les mêmes et que le pilote était dépassé de la carrosserie de la voiture sans arceau. Donc forcément, en termes de sécurité, ce n'était pas obligatoirement l'idéal. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette époque et de cette voiture. Il n'y a pas eu de compromis et la ligne a été respectée à 100%. Un peu disgracieux, c'est vrai, cet arceau de sécurité, mais il protège quand même efficacement le pilote qui est à bord. Qu'on aide à sangler. Et vous avez vu que pendant ce temps-là, on réussit à évacuer la voiture qui était bloquée juste avant la Dunlop après son tête à queue et la perte de sa roue. C'est le Cunningham C4R, engagé par Alain Rued. Alors on parlait de petits moteurs chez Porsche, là on est sur un 5 litres 4. C'est une autre symphonie et une autre puissance également. On revient sur la Maserati A6 que l'on suivait tout à l'heure, la numéro 74 justement avec cet équipage argentin, Martin Sucari et Elliott Sucari. Et pendant ce temps, les deuxième et troisième et quatrième et cinquième de la course viennent tous de rentrer en même temps, notamment la Jaguar numéro 21 et la Maserati numéro 16 qui opèrent donc leur arrêt obligatoire actuellement avec ce temps minimal de quasiment 90 secondes. Hein. Alors maintenant, Marc, il y a quand même une option stratégique qui se joue puisque le leader de la course, vainqueur des deux précédentes manches, le numéro 3, lui est resté en piste. Et on va voir si c'était le bon choix, compte tenu du fait que tous ces principaux poursuivants sont soit en train de s'arrêter, soit en train de ressortir des stands à l'issue de ce quatrième tour. Le voici, le leader, dans ses œuvres au ralenti. Attention, hein, attention, il ne faut pas prendre le risque que la fenêtre d'autorisation de retour au stand se referme. Parce que si on rentre après, eh bien, on attrape une pénalité. C'est arrivé hier. C'est arrivé à la Maserati numéro 16 de Richard Wilson et Martin Stretton, pourtant avec un bel équipage et des gens qui savent tenir un volant. Et ils ont loupé de peu d'ailleurs, de quelques secondes, allez, d'une minute maximum, la fenêtre d'ouverture des stands. Malheureusement, sans peut-être calculer que le tour ici dure 5 minutes et quelques secondes et que quand on loupe le momentum à l'entrée des stands, eh bien, il faut ajouter 5 minutes pour revenir au même point et malheureusement pendant ce temps la fenêtre s'est refermée. John Young est reparti au volant de sa Jaguar. Voici la numéro 21 avec Monteverde et Pearson notamment à son volant. Donc elle est deuxième de la course, mais c'est celle-ci qui potentiellement peut prendre la tête en fonction de ce que va faire maintenant. Il va y avoir du suspense, parce que l'écart pointé à ce moment M entre le premier qui ne s'est pas arrêté, le deuxième qui lui a observé son arrêt au stand, c'est 1 minute 34 secondes. On parle de 90 secondes d'arrêt au stand. Est-ce que cela va être suffisant pour préserver l'avantage de la numéro 3 lorsqu'elle va pointer dans la pit lane? On va avoir la réponse dans quelques instants puisqu'elle est dans le 3e secteur du circuit, cette Jaguar Type D numéro 3 avec Joy, Trenery et Simon en équipage à son volant. Et d'autant qu'il n'y a plus de drapeau jaune à la Dunlop. La voiture a été évacuée, c'est de nouveau vert. Lorsque la 3 est passée, il y avait encore drapeau jaune, donc il a dû un petit peu lever le pied, ce qui n'a pas été le cas à la sortie des stands de la 21. Ça se joue à vraiment rien du tout, mais ça peut faire la différence. On a vu qu'elle était plus rapide en début de course, hein, la 3 avec Joy à son volant, en signant d'ailleurs le meilleur tour en 4 minutes 59 451, juste sous les 5 minutes. Ah oui, mais oui, évidemment, quel dommage d'avoir ce souci.
avec l'Oscar S 1500 TN d'Antoine Blasco, Jean-Jacques Perrault et Gilles Hago. Ouais, il venait de dépasser par l'extérieur pourtant, mais dans la remise en courbe, et oui, là il n'est pas content après lui-même bien sûr le pilote. Alors la Jaguar numéro 3, pendant ce temps-là on jette un œil pendant que cette Lotus de 1955 quitte les stands. La voici, elle va se présenter à l'entrée des stands. Top, elle plonge maintenant. Il va falloir respecter la vitesse limite de 60 km/h. Ah, wow, il attaque, hein, il ne veut pas perdre un seul instant. Et attention, c'est là qu'il freine pour se mettre à 60 à l'heure. Voici la voiture qui peut peut-être aller prendre la tête de la course dans quelques instants. Elle est à Indianapolis, donc on peut dire que dans 1 minute 30, elle coupera la ligne de chronométrage. Et vous voyez qu'il ne faut pas perdre un instant. Il n'a pas de télémesure, il n'a pas de radio, il n'a pas d'ingénieur qui lui dit attention, push, 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 parce que tu es en limite en temps. Lui, il reste à son volant. Comme à l'ancienne, on lui donne une petite bouteille pour se ravitailler. Ce qui, avec un intégral, n'est pas obligatoirement une évidence. Absolument. Vous avez vu qu'il y a une montre hein, sur les tableaux de bord anciens, même sur une Jaguar comme ça. Et on cravache aussi au volant de la 21. Est-ce que ça va être suffisant pour aller la chercher? Alors on rentre dans les porches du côté de la 21. On surveille le chronomètre chez la Jaguar Type D numéro 3. Voilà, c'est peut-être aussi un coup de stratégie de garder le pilote au volant parce que c'est vraiment le meilleur de Si c'est l'équipage. le pilote rapide, effectivement, ça peut être un coup de stratégie, sachant que vraisemblablement ils vont ressortir Il a calé. à la limite. Peut-être juste derrière ou juste devant, et que là, eh bien, on va avoir une explication dans les prochains tours, dans les prochaines 16 minutes entre ces deux voitures. Ça devrait ressortir devant pour la numéro 3, hein, puisque on est à peine au raccordement pour la 21. Oui, la 3 va conserver son avantage. Voilà, elle ressort des stands au moment où la 21 entre dans la ligne droite. Bien joué. Et vous avez vu qu'il était extrêmement à l'aise. Hein. Il y a écrit Just for Fun à l'arrière sur le capot de cette Jaguar numéro 3. Il en fait la démonstration à chaque tour de roue, son pilote. Hop là, une petite glisse pour démarrer. Hier, il nous a fait un festival, il s'est régalé. Cet équipage qui a donc gagné hein, la première et la deuxième course, qui est en tête de la troisième et qui est en passe de remporter cette édition 2018 du plateau 2. Les voitures de 1949 à 1956 du Mans Classique. Alors Jaguar qui à l'époque avait dominé cette période, pas seulement avec les types D comme nous en avons actuellement à l'écran, mais aussi avec la toute première, la XK 120 de Peter Walker et Peter Whitehead. C'était en 1951. Et puis aussi avec une autre génération, la Type C en 1953 avec Tony Rolt et Duncan Hamilton. On commençait quand même à l'époque à voir poindre déjà des nouveaux constructeurs. Alors c'est un petit peu marrant d'utiliser ce terme de nouveau constructeur quand on parle évidemment de Ferrari notamment, qui faisait son apparition et qui a remporté cette victoire en 1954 avec une 375 pilotée par Froilan González et Pétoulé Maurice Trintignant. Froilan González, le taureau de la Pampa, l'Argentin. Problème ici pour l'équipage Alain Rude Rettenmeier sur non pardon sur Maserati A6. C'est une Maserati absolument. C'est Stéphane Rettenmeier, l'Allemand. La voiture date de 1954. Problème mécanique probablement. Peut-être le 6 cylindres 2 litres qui s'est arrêté. On retrouve une Alpine ici semble-t-il. Dutch Bonnet. Dutch Bonnet, pardon, oui. HBR5 de 1956 avec Jean-Marc 8 des pointes, Daniel Patrick Brooks au volant. Allez, ça va aller. Vous voyez que les pilotes prennent vraiment le challenge à cœur. Et non seulement il y a peut-être des pleurs de fatigue, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on roule maintenant, même si on a roulé par épisode. Mais il y a aussi bien l'enjeu
de ne pas abîmer la voiture, d'éviter au maximum de l'endommager, de trop la fatiguer. Car ces petits bijoux ont souvent non seulement une belle histoire industrielle ou artisanale, mais aussi une histoire humaine derrière tout ça. Hein. On trouve une voiture au fond d'une grange ou chez un revendeur ou dans une casse, on la restaure, on y passe des centaines d'heures et puis voilà, elle porte tous les espoirs d'une famille peut-être, ou d'un groupe, ou d'une équipe, ou d'une association. Et bien quand ça se termine mal, c'est vrai que les larmes peuvent venir facilement après maintenant quasiment 24 heures de course, on va dire. C'est peut-être le cas là de Harold Herman de Meurice au volant de sa Cooper, le Belge, qui est arrêté au stand. Voiture numéro 63 qui le partage, hein. C'est la famille Jean-Paul, Harold et Arnold Herman qui sont au volant de cette Cooper de 1955. Et Clive Joy, lui, est en train de s'en donner à cœur joie et il porte bien son nom puisque il nous gratifie de dérives systématiques dans les longues réaccélérations de ce secteur. Et il contrôle quand même à haute vitesse, on est obligé de débraquer un peu pour tenir la voiture sur sa trajectoire. Ah ça oui, même en ligne droite, le pilote ne se repose jamais. Hein. Il n'a jamais les mains qui ne bougent pas, le volant qui ne bouge pas. Il faut toujours corriger, toujours veiller au grain sur le comportement de sa voiture. Et il rattrape les attardés. Ouais, un petit coup de prudence quand même à la sortie là-bas des virages Porsche. On va les retrouver. Il y avait une première voiture devant. Voilà, il a passé la petite, il va passer la grosse Aston Martin. Et se faire plaisir de nouveau au freinage. Aston Martin de Laurent Desplaces qui possède une face avant légèrement modifiée d'époque pour améliorer notamment l'aération et qui vient de se faire doubler par la petite Porsche 356 avec laquelle elle était en bagarre. Pour la 24e position. C'était pour l'honneur alors. Alors on vous a donné les années de victoire de Jaguar sur ce plateau. Il y a également Ferrari qui s'est imposé pour sa première participation en 1949 avec Peter Mitchell, Thompson et Luigi Chinetti. Chinetti ou Chinetti? Chinetti. Chinetti. Ah oui, il y a deux T. Chinetti. Chinetti. C'est Chinetti. On revenait donc, c'était l'après-guerre, pas l'immédiate après-guerre, puisqu'on était en reconstruction évidemment et que la course auto n'a pas repris ses droits dès 1945. La première édition, après 39, le retour de 24 heures du Mans, c'était en 1949. Et un nouveau venu donc s'imposait, Ferrari. En 50, Louis Rosier et son fils Jean-Louis, auquel il avait gracieusement laissé conduire 2 tours la Talbot. Talbot Lago T26 Grand Sport, s'était imposé. Jaguar en 51, on l'a dit. Hermann Lang et Fritz Ries avaient pour la première fois imposé une Mercedes-Benz. C'était une 300 SL W194 194 en 1952. Jaguar en 53, on l'a dit. Et puis Ferrari 375 plus. Avec, vous l'avez cité tout à l'heure, José Froilan González et Maurice Trintignant. Et Toulet et sa casquette, son bonnet. C'est un bonnet. Ça fait partie de la galerie de portraits des 24 heures du Mans, comme on vient d'en voir une il y a quelques secondes avec ce portraitiste automobile qui était en train de dessiner ce petit BMW 328. Et puis vous l'avez vu, eh bien, on est en train petit à petit de réveiller ce circuit des 24 heures. Il est bientôt 10 heures et la course de plateau 2 va arriver à son terme dans moins de 10 minutes. Et la Dina Panhard va parcourir, hop, vous avez vu le coup d'œil de son pilote sur la gauche, de la famille Ascension. Elle va parcourir sa course à son rythme, mais elle va aller au bout. Tiens, on va regarder le temps autour. Voilà de la Dina le Panhard. vainqueur du trophée du Le Mans Classique sur le plateau 1. La numéro 17, la numéro 20, les 2 Talbot qui nous avaient déjà pas mal impressionné lors de la première course. Malheureusement, la numéro 17 avait été un petit peu malchanceuse sur la première course, mais elle s'est a priori rattrapée dans les 2e et 3e manches
de ce plateau 1, puisque les deux voitures ont, semble-t-il, réalisé le doublé au cumul de l'ensemble des manches de ce plateau. Lapanhard a bouclé son tour. Alors c'était peut-être probablement le tour d'après passage au stand en 11 minutes et 1 seconde. C'est-à-dire 2 fois plus, un petit peu plus que les meilleurs l'équipage de la 21 qui continue à faire le spectacle. TVRD, Pearson lâche rien, ils sont à 12 secondes derrière la 3. Ils aimeraient bien quand même remporter l'une des épreuves, après tout, pourquoi pas dans les 8 minutes restantes. Ils ont fait le trou sur la Maserati qui est en 3e position à 53 secondes désormais. C'est très net en tout cas sur ces voitures et on ne jette absolument pas la pierre aux pilotes, n'y voyez aucune critique. Mais comme ce sont des amateurs qui se relaient au volant de ces voitures, le niveau de pilotage est assez disparate, inégal, fluctuant. Voilà. On peut imaginer sur cette voiture par exemple que c'est Martin Stretton qui a pris le départ et que c'est Wilson qui poursuit la course dans sa deuxième moitié. Et c'est vrai que le rythme n'est pas du tout le même, même s'il parvient à conserver la 3e place qui a été conquise par son équipier. Cette Jaguar revient à 7 secondes, simplement 5 secondes 6 maintenant de la Maserati avec Young à son volant. Elle gagne beaucoup de terrain sur la Maserati. Elle a gagné 4 secondes dans le 2e secteur. Elle a gagné près de 4 secondes également dans le premier. Donc ça pourrait être notre duel de fin de course, la numéro 17 contre la Maserati numéro 16 de Wilson. Ouais, elle va vraisemblablement lui subtiliser la 3e position dans les instants qui viennent, alors qu'une figure, à la Dunlop avec cette autre Jaguar de la famille Ward, britannique bien sûr. Puis cette petite Lotus 11-1500 cm3 engagée par Serge Kriknov, qui est en train d'aborder la ligne droite des Hunaudières, qui arrive maintenant à Mulsanne. On voit des voitures très basses, encore une fois. On revient sur la tendance technique de cette époque, des voitures légères, basses, compactes, avec des petits moteurs qui permettaient à la fois d'aller vite dans la longue ligne droite de ce circuit des 24 heures du Mans et en même temps de consommer le minimum, puisque la consommation, l'indice de consommation avait une importance aussi pour le classement final de l'épreuve. Et si ça continue, elle peut elle aussi reprendre la Maserati. Elle tourne plus vite que la Maserati, qui va certainement tomber du podium prochainement et peut-être perdre la 4e place. Oui, attention, un freinage loupé encore pour une Jaguar, une Type C cette fois-ci de 1952, pilotée par Nicolas Baer, un Belge. Ouais, là la Maserati numéro 16 est un petit peu en difficulté avec Richard Wilson à son volant. Puis on retrouve ici la voiture qui est une voiture assez particulière, la Lotus 9 Sebring de François Cointreau, Patrice Rousseau, Alfred Cointreau, Guillaume Le Métayer. Voiture à l'aérodynamique particulière, avec une carrosserie un petit peu rallongée, très effilée. Un petit moteur de 1097 cm3 et un 4 cylindres en ligne assez original pour cette Lotus numéro 46. Comme beaucoup, il participe, cet équipage, à plusieurs plateaux. Il y a 3 quarts d'heure, ils roulaient avec leur Bugatti numéro 44 sur le plateau 1. Comme beaucoup, il y a père et fils au volant de cette voiture. La 18e place sur le plateau pour l'instant. Un dessin original quand même. Allez, prudence, prudence. Prudence et mer de sûreté et par l'extérieur. Parfait. La Maserati a perdu la 3e place. Ça y est, c'est fait. Au profit de Young avec sa Jaguar numéro 17. Il vient de le passer.
ce qui va lui permettre de monter sur le podium. Ici, la numéro 55. Ah, ça va marcher beaucoup moins bien. Alors il faut peut-être rappeler, Marc, qu'il y a non seulement le classement par plateau, mais il y a un classement par équipe qui est établi à l'occasion de ce 9e Le Mans Classique. Classement par équipe qui est basé sur les numéros de voiture. Quand voilà, la 21 qui est passée devant la numéro 3 aussi, alors il y a sans doute une petite échauffourée ou éventuellement une petite erreur de la numéro 3 qui a été peut-être un petit peu trop généreuse dans son attaque à certains endroits. Mais ça, c'est un retournement de situation de dernière minute, puisque on est dans le dernier tour de cette épreuve. Carlos Monteverde et Gary Pearson sont passés devant la voiture de Joy Trenery et Simon. Et alors attention, hein, la 3 a gagné les 2 premières courses, mais la 21 était chaque fois deuxième. A priori, elle ne pourra pas creuser un écart suffisant là dans ce dernier tour pour compenser les écarts d'hier, mais sait-on jamais. Oui, il y a eu un changement, vous le disiez aussi, Marc, pour la 3e place. Hein, ouais. Le Jaguar 17 qui est Martin Stratton et son équipier Wilson sur la Maserati. Oui, il roulait quand même 14 secondes au tour plus vite sur le tour précédent, donc il était normal qu'il revienne sur la Maserati et lui prenne sa 3e place. Est-ce qu'il va réussir à creuser l'écart avec la numéro 21? Il semble en tout cas s'être fixé ceci pour objectif, parce que on le voit s'échapper assez nettement. Maintenant, effectivement, la question que vous posiez est valide. Est-ce que ce sera suffisant pour inverser la vapeur au classement général, au cumul de ces 3 manches? Un peu plus de 5 secondes maintenant. Ouais, ça ne sera pas suffisant. Il avait 6 secondes 6 d'écart sur la course 2 hier et 4 secondes 1 sur la course 1. Donc il y avait un total de 10 secondes 5. Théoriquement, ça devrait le faire pour la numéro 3. Théoriquement, attention. Et dans quelques secondes, le drapeau à damier, voilà, sur la ligne d'arrivée de ce plateau 3. 43 minutes de course. On va boucler le 8e tour maintenant. Et une victoire donc de la Jaguar type D de Carlos Monteverde et Gary Pearson. Attention, le chrono qui tourne pour le passage de la numéro 3 sur la ligne. On surveille l'écart. Et 13 secondes 699. Alors attention, si on prend juste les temps, 13 secondes 699. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier tour pour la numéro 3? Il est extrêmement... il paraît déçu, hein, son pilote, lui qui était flamboyant dans son premier relais. Il a été beaucoup moins flamboyant en fin de course. On peut imaginer quand même qu'il a eu un petit souci technique. Genre une vitesse bloquée ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, il vient de se prendre la tête avec les mains en faisant un signe d'impuissance. C'est peut-être là que la victoire s'est jouée et que la course au cumul a basculé. Absolument. Avec Young qui va donc prendre la 3e place de cette course. Ça va nous faire encore un triplé Jaguar, tout ça. Et voilà. Jusqu'au dernier virage, la réaccélération avec ce modèle équipé de l'aileron de requin derrière son pilote. Ici le 4e, la Maserati de Wilson et Stratton. Voiture qui avait fini hier sublime. Deuxième de la 2e course. Et oui, ils se font plaisir, c'est leur dernier passage sous le drapeau à damier pour cette édition 2018 du Mans Classique. Alors qu'on est en train de préparer le plateau suivant, le plateau 3. Et vous voyez les images sur l'après-grille où les pilotes reculent au maximum le moment de s'harnacher, de se casquer, de se cagouler, parce qu'il fait déjà assez chaud sur le circuit des 24 heures du Mans. La nuit a été chaude également. La 5e place pour la Lotus 11 1500 de 1956 que l'on suivait tout à l'heure avec à son bord
Serge Kriknov qui va obtenir donc un des meilleurs accessites. Et ce sera la plus petite cylindrée, la mieux classée à l'arrivée de cette course. Et déjà du public, malgré leur précoce, on va dire, 10 h du matin un dimanche, c'est quand même tôt pour venir sur le circuit des 24 heures. Mais il ne faut pas hésiter car la journée va être encore riche en événements et en émotions avec les toutes dernières manches décisives qui sont disputées ce dimanche sur le circuit de la Sarthe. C'est une belle journée sur le circuit du Mans, sur le circuit de la Sarthe, plateau 1 terminé avec la victoire de la Talbot numéro 17 au général. Plateau 2, ah oui, là il faut intervenir rapidement de la part des commissaires sur cette Lotus 11 de 1955. Du Belge Eric Stess, qui s'est arrêté juste dans le dernier tour. Elle aussi, elle commençait à avoir chaud et elle n'a pas vu l'arrivée malheureusement pour vraiment très peu. Et pendant ce temps-là, les dernières voitures sont en train de franchir la ligne. Voici le classement complet final de cette première course que nous suivons en direct aujourd'hui. Il y a eu évidemment le plateau 1 avant, avec donc pour cette course, ce n'est pas le classement général de ce plateau. Monteverde Pearson qui l'emporte devant Joy, Trenry, Simon. Young sur la 3e marche du podium. 3 Jaguar type D aux 3 premières places et la Maserati de Wilson et Stratton en 4e position.